Salut Internet. S'il y a bien un truc qui m'a toujours fasciné, c'est les grandes découvertes. Et pour pas vous mentir, je suis un peu deg de pas avoir assisté à de grands moments historiques comme l'invention de l'électricité, de l'avion ou encore la découverte de territoires inconnus. Pour les gens de l'époque, ça devait être complètement fou et grisant. Alors ok, c'est vrai, j'ai connu la naissance de Wikipédia, de MSN et des mèmes de marmotte. Mais quand même, pour me réconforter, et parce qu'on vit quand même dans une merveilleuse époque pour les sciences et la connaissance, je vous ai sélectionné complètement subjectivement, attention, des découvertes que je trouve incroyablement folles et qui datent de ces 2-3 dernières années. Je vous en dis pas plus, on part en exploration Internet. Parmi les découvertes les plus insolites de ces derniers mois, une chasse d'eau. Vous y attendiez pas à ce début de vidéo, mais faites pas genre que vous voulez pas en savoir plus. Elle était utilisée il y a 2400 ans et a été découverte en Chine sur le site archéologique de Yueyang, parmi les ruines d'un ancien palais dans lequel le premier empereur de la dynastie Han, entre autres, aurait séjourné et donc se serait soulagé. Après tout, on est de simples mortels face aux lois de la nature. Et ne sous-estimez surtout pas le poids de cette découverte. Il s'agit des premières et seules toilettes à chasse d'eau jamais découverte en Chine qui date de cette époque. Et à part donner un bon éclat de rire à l'équipe d'archéologues, elle a aussi permis d'ouvrir la voie à de nouvelles recherches sur notamment la nourriture que consommaient les gens à l'époque. Les spécialistes espèrent trouver des traces d'excréments qui pourraient les renseigner sur les habitudes alimentaires. Il y a des parties du job d'archéologue qui s'éloignent un petit peu d'Indiana Jones quand même. Avant cette découverte, il était coutume de considérer ce gars, John Harrington, un poète anglais de la fin du XVIe siècle, comme l'inventeur de la chasse d'eau. Pour la faire courte, il a bidouillé un système de chasse d'eau dans sa maison et à la demande de sa marraine, la reine Elisabeth Ier, il a installé son invention dans la résidence royale au palais de Richmond. Un trône révolutionnaire pour la couronne royale, mais pas pour l'humanité, puisque cette découverte en Chine rappelle que la chasse d'eau était une solution à un problème réglé déjà il y a plusieurs milliers d'années. La phrase « tout est bon dans le cochon » n'a jamais été aussi vraie. Et je vais pas vous parler de saucisson et de bonne terrine, mais de xénogreffe. Derrière ce nom un peu obscur se cache un type de greffe bien particulier, celle où le receveur et le donneur ne sont pas de la même espèce. En l'occurrence, un porc et un humain. Alors ne vous inquiétez pas, il s'agit pas de créer des créatures improbables, mais de sauver de nombreuses personnes en attente de dons d'organes. Je vous vois venir. Eh doc, c'est pas la première fois que ça se fait. Évidemment les gars, l'humanité n'est pas à son coup d'essai en matière de transplantation. Je pense notamment à ce bébé, un nourrisson qui avait survécu avec un cœur de babouin pendant 21 jours en 1984 et qui a sûrement inspiré le perso d'Adèle dans Le Flambeau. Vous êtes à l'hôpital. Vous venez de vous réveiller. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Fais la morphine. Mais le cas de David Bennett en 2022 a changé la donne. Il est la première personne à recevoir de son vivant un cœur de porc génétiquement modifié. Jusque-là, les greffes de cochon non modifiées étaient systématiquement rejetées par le corps à cause du sucre présent dans les cellules de l'animal. Grâce à cette petite révolution qui neutralise le sucre, David a survécu 2 mois avec son cœur de cochon avant de s'éteindre. On est d'accord, c'est toujours pas beaucoup, mais ça reste clairement une réussite. Et ça pose plein de nouvelles questions du type est-ce qu'on est prêt à se faire implanter un organe d'un animal pour survivre? Vous en pensez quoi, vous? Il est un fait incontestable, l'Égypte ne déçoit jamais. Vraiment, en termes de découverte archéologique, elle régale à chaque fois. Considérez donc ce fait comme une actualisation de ma vidéo consacrée aux 7 découvertes incroyables de l'Égypte ancienne. Parce qu'il y a du nouveau, et oui, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en fin d'année dernière, un tunnel a été mis à jour. Découvert sur le site archéologique de Taposiris Magna, près d'Alexandrie, l'hypothèse qui excite tout le monde est qu'il pourrait mener au tombeau de Cléopâtre, messieurs dames. Rien que ça! Haut de 2 mètres, enfoncé à 13 mètres de profondeur, il mesure plus d'1 kilomètre et a été creusé dans de la roche. Alors si vous voulez mon simple et humble avis, si des gars se sont donné autant de mal à jouer les tailleurs de pierre dans les tréfonds de la terre, c'est pas pour rien. Il y a forcément des dingueries à découvrir. Si c'est pas Cléopâtre, c'est peut-être, je sais pas moi, la tombe de Yami, il y a peut-être Exodia qui s'y cache, j'en sais rien. En tout cas, ouais, certains n'ont pas perdu de temps pour émettre l'hypothèse qu'au bout de ce tunnel se trouve le tombeau de Cléopâtre. Et cette théorie ne sort pas de nulle part. Des pièces de monnaie et des statuettes à l'effigie de la reine et d'Alexandre le Grand ont été retrouvées sous le temple. Mais malheureusement, je me dois de calmer les ardeurs de certains, il ne s'agit que de rumeurs et d'hypothèses assez vagues. Ce sont les autorités égyptiennes elles-mêmes qui ont démenti le lien que certains ont fait entre ce tunnel et le tombeau perdu de Cléopâtre. Et on devra attendre un peu avant d'en apprendre plus, car le tunnel et le temple sous lequel il se trouve sont en partie sous les eaux.
sur le pont, moussaillon, car on embarque pour une épopée moderne qui va ravir tous les boomers parmi vous, fans des Goonies. Faites pas genre, vous êtes nombreux. Moi, je suis désolé, je l'ai pas vu, ça me concerne pas. Bon, récemment, on a découvert sur les côtes de l'Oregon ce qui semblerait être les restes d'un galion espagnol légendaire, legendario pues, El Santo Cristo de Burgos, qui n'est autre que le navire qui a inspiré le cultissime film de Steven Spielberg. 1000 milliards de 1000 sabords. Tu l'as dit, capitaine. Ce galion aurait disparu entre 1693 et 1694 alors qu'il reliait Manille, la capitale des Philippines, à Acapulco, au Mexique. Il n'a jamais été retrouvé. Tout est parti d'une légende, ou du moins d'une conviction, celle qu'un navire s'était échoué non loin de la ville d'Astoria. Bon, en même temps, c'était pas infondé, ça fait des siècles que des objets d'époque s'échouent sur les rives. Mais même si le bateau a laissé des traces, par-ci par-là, le retrouver n'est pas une mince affaire. Alors, quand des restes de coques ont été vus en 2019 dans une grotte, les équipes d'archéologues se sont dit, bah let's go en fait les gars, c'est le moment. Un Covid plus tard, l'opération pour récupérer les vestiges dans cette cavité, accessible uniquement par marée basse, est lancée. Il n'avait que 90 minutes top chrono avant que la grotte ne se remplisse de trop. Les bois sauvés ont été datés de 1650 et seraient une variété asiatique, ce qui concorde avec le galion espagnol. C'est simple, pour les scientifiques, il y a 90% de chances que ce soit bien lui. Le reste du navire devrait être au large, comme le supposent les fréquents morceaux échoués. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais c'est clairement moi le genre de découverte qui me fait vibrer. Le Santo Cristo de Burgos a sûrement encore beaucoup de secrets à nous livrer. Et comme chez moi, un film en cache toujours un autre, changeons d'atmosphère, passons sur une vibe plus film catastrophe, astéroïde, Armageddon tiens. Et si vous croyez que ceci appartient seulement à la fiction, et que vous êtes à l'abri là au fond de votre canapé, comme moi au fond de ma chaise, oubliez pas qu'il y a 66 millions d'années, les petits dinos, ils étaient pépouses aussi dans leur canapé avant de finir en gnocchi. Clairement, les statistiques que ça arrive sont pour l'instant très faibles. La plus grosse menace de collision connue actuellement aurait lieu le 24 septembre 2182. Les futurs humains risquent ce jour-là de se prendre l'astéroïde Bennu. Et la proba que ça arrive est absolument folle, 0,037%. Voilà, vraiment on risque pas grand chose. Mais comme on n'est pas à l'abri d'avoir la poisse ultime ou juste d'en découvrir d'autres, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'heureusement la NASA a la solution, le programme DART, Double Asteroid Redirection Test. Le 24 novembre 2021, l'engin spatial DART a été envoyé à 11 millions de kilomètres sur le satellite Dimorphos de l'astéroïde Didymos à une vitesse folle, pas moins de 20 000 km/h. Ah, elle porte pas le nom de DART, fléchette en anglais pour rien. Et restez bien assis, parce que dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022, la sonde est parvenue à dévier la trajectoire de Dimorphos de 32 minutes. En gros, à modifier le temps que le satellite met à compléter son orbite autour de Didymos. C'est complexe, je suis d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que le programme de défense planétaire de la NASA a réussi à faire bouger un corps céleste de 160 mètres de diamètre avec une sonde. Et ça, c'est stylé. En 2020, un squelette vieux de 31 000 ans a été découvert dans une grotte du côté indonésien de l'île de Bornéo. Jusque-là, standard, mais le twist, le squelette est amputé de son pied gauche. Et je vous parle d'une vraie amputation, tellement réussie que le jeune homme a vécu plusieurs années après son opération, entre 6 et 9 ans selon l'estimation des spécialistes. La trace d'une amputation est attestée par une coupure vraiment droite, nette de l'os, ainsi que par son remodelage naturel. Ça a permis aux archéologues de constater un savoir-faire chirurgical et médical déjà présent chez les peuples qui nous ont précédés. Pour vous dire à quel point cette découverte a bouleversé toutes les certitudes, jusqu'à présent, la plus ancienne opération du même genre reconnue par les scientifiques datait du néolithique, il y a environ 7000 ans. C'est 4 fois plus vieux là. La découverte en question avait été faite en 2010 en Seine-et-Marne. Le squelette d'un fermier sénémarnais de l'époque avait été retrouvé amputé de son bras gauche. Mais que ce soit sur l'île de Bornéo ou en France, une chose est sûre, la maîtrise des connaissances anatomiques ne date pas de 1965 et l'invention du docteur Maboul. L'intelligence artificielle va aider à guérir des maladies. Vous allez voir, c'est fou. Mais pour bien comprendre ce que ça implique, je dois d'abord vous expliquer ce qu'est une protéine. Ne partez pas. Je vais simplifier un petit peu pour que tout le monde comprenne. Une protéine, en gros, c'est un délire qui ressemble à ça, une grosse molécule en forme de chaîne que l'on trouve partout. Mais vraiment partout. Parce qu'en fait, une protéine peut avoir plein de fonctions différentes. Dites-vous, elle s'appelle juste protéine parce qu'elles sont toutes fabriquées de la même manière. Le problème, c'est que c'est un giga bordel. Il y en a des centaines de millions de tailles et de formes
tellement différentes. C'est un boulot sans fin de répertorier la forme de chacune. Et c'est chiant parce qu'on a besoin de connaître la forme, la structure de la protéine pour connaître la fonction de chacune. Parfois, une seule protéine pourrait aider à créer un médicament, à soigner une maladie. Mais va trouver la bonne! Je t'ai dit, des centaines de millions. Du coup, et que faire face à l'impossible? Eh ben, une intelligence artificielle, les gars. Grâce à des IA comme AlphaFold ou ESMFold, les scientifiques ont maintenant accès à une base de données publique de plus de 600 millions de protéines prédites sur tout le spectre du vivant. Pour vous donner une idée de l'effet AlphaFold, avant, il restait un peu plus de 5000 structures de protéines humaines à analyser. AlphaFold a réduit ce nombre à 29 en juste quelques mois. C'est complètement dingue. Je sais pas si vous imaginez, hein. Avant, les chercheurs devaient faire des expériences qui prenaient des mois, voire des années, alors que maintenant, grâce à l'IA, tu mets ça dans un ordinateur, ça fait son truc, quoi, et en quelques jours, c'est bon. C'est un gain de temps et de fiabilité énorme. Parce que dans le lot, même avec la meilleure volonté du monde, il y avait certaines structures juste beaucoup trop complexes pour notre petit cerveau de mammifère fragile. Tout ça pour dire que l'IA devient un outil indispensable pour exécuter plus vite et plus efficacement un travail parfois trop complexe pour l'homme. Et ça touche tous les domaines, hein. Là, je vous ai parlé de médecine, mais je sais pas si vous vous rendez compte l'évolution qu'on a eue en juste un an. Entre ChatGPT qui fait des TPE à la place des lycéens, les IA qui inventent des selfies pris par Jeanne d'Arc. Mais on est où en fait dans 10 ans? Tout ça, ça n'existait pas il y a un an. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas le seul à être hypé par tout ça. Enfin bref, on termine sur cette belle avancée pour la médecine qui donne quand même vachement d'espoir. En parlant d'espoir, j'espère que cette vidéo sur les dernières découvertes vous a autant emballé que moi. En tout cas, j'ai très hâte de vous faire des petites updates comme ça sur les prochaines grandes trouvailles de l'humanité. Je sens qu'on va être servi. D'ici là, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, laissez-moi un petit commentaire et à très vite. Salut Internet!